Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs euh, d'avoir sélectionné ma communication et d'avoir monté ce superbe colloque qui, de mon point de vue, je complète en fait effectivement, je développe bien au-delà de ce qu'on avait initié effectivement en 2019. Alors, pourquoi ma communication? Alors, c'est vrai, Hervé l'a rappelé, il y a à la fois un ancrage personnel évident, mais aussi des interrogations liées à la fois à une histoire industrielle, euh, dont je suis un spécialiste, en tout cas, c'est une de mes parties de spécialité, et puis des interrogations par rapport aux transformations du territoire ces dernières années, essayer de mettre ça en perspective par rapport à une représentation qu'on trouve véhiculée à la fois par le monde brassicole, véhiculée par les médias et associée au Nord. Nord égale bière. Alors, question, qu'en est-il? Qu'est-ce que l'identité des bières du Nord? Et c'est en fait une quête et qui n'est pas encore finie. Je suis en fait au début d'un processus donc, qui va effectivement prolonger des questions que je m'étais posées en 2019 et qui sont également en cours. Alors, je propose en fait d'essayer de comprendre comment s'est construite cette identité des bières du Nord, construite et en fait reconstruite, en proposant d'examiner la notion de résilience, qui est une notion qui est beaucoup utilisée en sciences sociales, qui a été développée notamment dans la psychologie, mais le psychanalyse, mais qui est en fait issue de notions métallurgiques. C'est la capacité d'un métal à retrouver partiellement sa forme après un choc reçu. Et ici, finalement, pour le monde brassicole du Nord, ça me semble aller particulièrement être pertinent de mettre ça à l'analyse. En voilà quelques-uns des chocs que je propose. On va peut-être pas tous les analyser dans cette communication, le temps est limité, mais voilà quelques-uns des éléments qui me semblent intéressants, c'est-à-dire des éléments qui sont liés soit à un climat ou à un environnement, c'est-à-dire des chocs extérieurs, qui vont concerner à la fois sur la partie économique, la partie production, conception, mais aussi commercialisation. Il y a des chocs qui sont liés, on va dire, au monde brassicole, qui le concerne de près. Par exemple, le système fiscal, le système du régime des boissons qui est mis en place en 1816. Puis il y a des chocs qui viennent en dehors du monde brassicole et qui concernent l'histoire générale, par exemple la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Et, et puis, ou la crise Covid récente de 2020-2022. Et qui ont à chaque fois provoqué une remise en cause, une perturbation du jeu des affaires, des façons de produire, des façons de consommer, de vendre et de consommer. Alors, position de périodisation par rapport à cette question des identités. D'abord, j'ai beaucoup aimé le colloque parce que il y a cette question des marqueurs d'identité. Évidemment, en archéologie, vous avez des marqueurs différents, je veux dire, des historiens contemporanéistes, on va dire, et en fait, l'historien tout court. Et on va essayer de comprendre un peu de quoi on parle. Et puis, périodisation entre justement ce début du 19e siècle, on va faire un peu l'espèce de tableau de ce qu'est la bière au 19e siècle, et puis, justement, cette identité des bières qui est à l'épreuve, notamment avec les chocs liés à la bière scientifique, la bière à la chimie, et puis les chocs des guerres mondiales, et puis surtout les dernières années. Alors, on va avoir un débat, je pense, avec la salle sur la question de quand on date du renouveau brassicole. Est-ce que c'est 1979, 1986 et les années 2000? Là, il y a des conceptions très différentes qui s'affrontent. Je proposerai quelques éléments de proposition. Alors, bon, globalement, sur le 19e siècle, alors ce graphique a été fait par Romain Tinon dans sa thèse consacrée au niveau brassicole de Lyonnais, qui est une excellente thèse soutenue en 2016. Voilà l'évolution globale de la consommation des bières en France entre 1812 et 1915. Que remarque-t-on? Une augmentation globale de la consommation qui est spectaculaire, au point de vue général, avec évidemment des phases de crise, mais globalement un trend, une montée des consommations. Alors, la brasserie du Nord, quelle est-elle? Alors voilà comment elle est identifiée. Elle apparaît bien identifiée par rapport à d'autres modèles brassicoles, notamment le modèle brassicole parisien, le modèle brassicole lyonnais. Et il y a plusieurs façons de la décrire. Alors, il faut bien comprendre que nos sources sont diverses. Il y a d'abord tous les écrits produits par des brasseurs
des scientifiques, des experts, des gens qui sont entre les deux mondes et qui vont produire une représentation de la bière du Nord. La bière du Nord existe dans le regard des autres. Le regard porté sur elle, elle existe aussi dans la manière dont les acteurs du monde brassicole du Nord vont s'identifier ou réagir et se définir par opposition au reste du monde et au reste, et comment ils s'insèrent dans des communautés plus larges. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ces deux représentations que vous avez à l'écran, c'est qu'on en a une qui finalement daigne reconnaître quelques qualités aux bières du Nord. Un certain Boulin qui fait un manuel de fabrication de la bière en 1889 au moment de l'exposition, qui est en fait déjà un moment où la bière du Nord est rentrée en procès. Et puis, une classification faite par Roy dans son traité de la fabrication de la bière qui est vraiment remarquable et qui définit la bière du Nord justement par des caractéristiques notamment liées à leur goût et les bières acides. Et il les localise. Hein, c'est des villes et c'est une zone frontalière. Et c'est un élément caractéristique qui va être essentiel pour comprendre l'évolution et les marqueurs d'identité évolutifs des bières du Nord au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors, quels sont les ingrédients d'une bière du Nord au 19e siècle? Ben, on va voir qu'évidemment, il y a du malt, du houblon, de l'eau, du feu, de l'air et beaucoup d'autres choses. Et que cette évolution, cette composition est évolutive. Alors, quand on regarde les définitions, la définition classique, hein, les bières de Lille, alors c'est intéressant, bière de Lille, bière du Nord, il y a parfois un terme qui est utilisé pour désigner les bières du Nord, on ne les désigne pas forcément comme bière du Nord, c'est une construction. Mais voilà ce qui est dit globalement, hein, les merveilles de l'industrie, bon, et qui reprend des éléments contenus par d'autres, c'est Muller notamment son manuel brasseur. C'est une méthode à moult roubles, première trempe, portée à la chaudière, élever lentement, ébullition, repasser sur le malt, puis on fait une seconde trempe à l'eau bouillante, puis on fait 3 trempes et on prépare une petite bière. Autrement dit, il y a 2 types de bières. Les bières fortes, la bière principale, et la petite bière. C'est en fait une des conséquences en partie du régime des boissons de 1816, mais pas seulement. Et puis, les houblons sont utilisés, c'est des houblons du Nord, de Belgique, et avec une addition de pied de veau. Et là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne correspond pas à notre vision de la bière d'aujourd'hui. Une bière de garde, avec 25 kg d'escourgeon. Le terme d'escourgeon est intéressant. C'est aussi un terme utilisé dans le Nord qui désigne un orge d'hiver, hein, qui est utilisé et produit dans le Nord, mais pas seulement, mais notamment dans le Nord, dans le Cambrésis. Et puis, caractéristique, ce sont des bières très vineuses et qui ont la qualité recherchée dans cette contrée. Alors, on vient un petit peu en arrière et on s'aperçoit qu'à partir de 1848, ces bières, il y a quelques problèmes et qu'on a une vision plus négative de ces bières, notamment Roire, qui les met un peu en procès en raison des process, des façons de fabriquer ces bières. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé entre, on va dire, du 19e siècle et les années 1840? Il y a plusieurs problèmes concernant ces bières du Nord. C'est en fait, et on essaie de retrouver le goût. On va voir comment on essaie de retrouver le goût, c'est à partir de ce qu'on en dit, et aussi à partir des goûts involontaires qui ne sont pas provoqués. C'est des problèmes liés aux céréales, à leur traitement. Je dis les céréales parce qu'il y a bien sûr de l'orge, mais on voit que dans les enquêtes du début du 19e siècle, on utilise aussi dans l'avenois de l'épeautre, on utilise de l'avoine, il y a du froment de temps en temps, et en fonction du prix des orges, on va un peu mêler les choses. Donc il n'y a pas que du malt d'orge et d'escourgeon notamment, avec des céréales qui viennent principalement à cette époque-là du Nord. Et puis des houblons qui viennent essentiellement en fonction des types de bières, soit des monts des Flandres, et monts des Flandres qui sont à cheval entre la frontière française et la frontière belge. Et d'ailleurs, c'est intéressant, en 1804, dans la construction de la plus grande France, la France des 130 départements, c'est le même ensemble, administratif et politique. Et puis, des houblons qui peuvent venir aussi des Vosges et qui peuvent venir en fonction des caractéristiques qu'on veut leur donner. Alors, ces qualités des bières du Nord s'altèrent pour diverses raisons, à cause d'altérations d'origine volontaire, on va dire, de façon de faire, notamment cette fameuse addition des pieds de veau. Alors, pourquoi la pied de veau? Pourquoi créer une bière avec des pieds de veau et avec des pratiques qui on va mettre dans les brassins entre 20 et 50 pieds de veau, voire un veau entier. Dans la Vénois, on va même complètement mettre un veau entier qui vise en fait à donner du corps
et à favoriser justement, à partir des éléments de gélification, finalement, faire une espèce de bouillon, en fait, qui est utilisé et qui dure longtemps, cet usage dure longtemps jusque dans les campagnes. On utilise également des éléments liés à la chaux, et notamment pour donner de la couleur. Alors, il y a tout, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des opérations, mais on a ce qu'on appelle des bières chaulées qui sont dénoncées par Loire. Et les préfets du Nord s'inquiètent de la quantité de chaux qui est consommée, notamment pour fabriquer les bières de Lille. Et puis, on utilise toutes sortes de colorants, notamment des caramels, d'origines diverses. Et puis, les glucoses, très tôt, dès en fait, dans la première moitié du XIXe siècle, on a déjà des usages de sirop, de glucose fabriqués soit à partir de pommes de terre, soit de betteraves. Et en fonction de la qualité, ça donne un goût de betterave. C'est comme dans les tontons flingueurs, il y a de la betterave, oui, il y en a aussi. Et c'est quand même intéressant de voir ce goût de betterave lié à ces actions volontaires. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est le goût façonné aussi par des pratiques, mais qui ne sont pas volontaires. C'est notamment l'usage de l'énergie du charbon, lié au charbon. Le charbon, ce qui est intéressant, c'est que les brasseries du Nord utilisent le charbon de terre précocement, comme d'ailleurs une partie des Pays-Bas, la Belgique utilise le charbon de terre en raison de la proximité d'extraction, ce qui est différent des bières de Paris, par exemple, au début du 19e siècle, qui utilisent du charbon de bois à partir de frêne. Et étant un amateur de barbecue, ayant expérimenté un certain nombre de choses par rapport au barbecue, les qualités de bois, et confrontant ces expériences personnelles avec ce qu'on lit également dans la littérature scientifique, on voit que Payen, qui est un personnage intéressant par rapport à la fois à la chimie et les expérimentations, Christian pourrait nous en parler mieux que moi, remarque que les bières anglaises ont un goût fumé et un goût qui est différent, même quand on veut les recréer à Paris, par exemple, quand de faire des bières anglaises, elles n'ont pas le même goût qu'en Angleterre, et il l'attribue à l'usage du charbon. Alors, je me suis demandé si ce n'était pas le cas également dans le Nord, on verra tout à l'heure comment. Et puis, alors, il y a les bières sont fabriquées par des brasseurs authentiques, authentifiés, et puis il y a les brasseries ambulantes, il y a les formes d'autoproduction très diverses qui vont se développer et qui se maintiennent en fait pendant à la fois un long 19e siècle et un long 20e siècle. Notamment des formes éphémères de brasseries, notamment dans les zones rurales, mais aussi dans les zones ouvrières qui se développent, notamment dans le bassin midi qui se constitue, où on voit dans les corons des formes d'autoproduction. Et une réclamation d'avoir la liberté de produire sa propre bière, et les brasseurs vont s'organiser pour lutter contre ce qu'ils appellent les bières au chaudron, et c'est un combat qu'ils vont mener à partir des années 1848 et qui vont ne cesser de continuer. Et donc, Roard dit finalement, il y a différentes variétés de bière, on va essayer de comprendre comment. Alors, les goûts involontaires, notamment cette question, est-ce que les bières du Nord ont bien ce goût de charbon, comme j'en fais l'hypothèse. Alors, j'ai essayé de voir à partir des archives, notamment des enquêtes sur les établissements insalubres, qui sont une très bonne source pour les historiens du XIXe siècle, et de voir les plaintes par rapport au voisinage des brasseries, et notamment à Lille. Là, il y a toute une correspondance entre les autorités publiques et puis la préfecture pour justement répondre aux plaintes des voisinages, et notamment le fait que, ici, dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Lille, qui est le quartier chic gentrifié, on a des productions brassicoles en plein cœur de l'île qui sont héritées en fait de plusieurs siècles autour des canaux. L'approvisionnement vient par les canaux, et on a ces fumées noires, tellement épaisses qu'elles ne peuvent s'élever dans l'air, elles sont entraînées par leur poche jusqu'au sol à des distances assez considérables. Et donc, on voit bien que dans les brasseries, on a les fumées de charbon qui sont là de façon très importante. Alors, on va recommander justement de transformer les constructions de ces brasseries. Et en fait, il y a une enquête, on visite les brasseries, et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de très mauvaises constructions des fourneaux, avec des ouvertures trop faibles, et puis des pratiques, notamment le fait de jeter des pelletées de charbon très importantes qui vont en fait quasiment étouffer le feu, mais en tout cas dégager une fumée énorme, et on devine que c'est un goût involontaire qui arrive dans la bière ainsi. Alors, avec le temps, on a avancé, mais vous comprenez que le goût de la bière, la reconstitution du goût de la bière n'est pas si simple que ça. Entre ce qui est déclaré, ces fameuses bières acides, et puis le goût qui est en fait provoqué par des ajouts volontaires et involontaires, on a donc des bières qui peuvent être de qualité très différente. Il n'empêche qu'à partir du moment où on a des analyses scientifiques qui vont se développer dans les années 1880, 1880, notamment pour essayer de traquer les falsifications,
dans les ajouts. On a donc la constitution par les autorités publiques, soit à Paris, mais aussi à Lille, et sous les effets de la science et notamment des études pasteuriennes, l'analyse des bières. Et on voit que les qualités des bières, et notamment le degré d'alcool des bières de Lille, qu'on met sous le terme de bière de Lille, c'est en fait les bières du Nord, on voit qu'elles sont très différentes, hein, et qu'en fait, elles acquièrent leur degré d'alcool, notamment lié à la longue conservation, ces fameuses bières de garde, qui sont proposées et dont certains brasseurs arrivent à des véritables exploits. C'est notamment le cas de la brasserie de Svar, qui est dans le Vieux-Lille, hein, le du Vieux-Lille, et qui est récompensée en 1855 à l'exposition universelle 1855 avec ces bières de très longue conservation, qui, notamment là, dans le Panthéon de l'Industrie en 1883, est capable de proposer à un visiteur choisi des bières qui ont plus donc, de bières de 1850, consommées en 1883, et qui ont pris un caractère vineux. Alors, ça répond à ta question, Hervé. Hein, et là, à la différence des lagers, elles sont très bonnes. Hein. Il nous a été donné de déguster dans les caves de M. Desvart la bière fabriquée en 1850, ayant par conséquent 33 ans de bouteille. Nous avons constaté dans ce liquide une accentuation très remarquable de la vinosité, une saveur moelleuse et piquante à la fois, qui nous a rappelé les bons champagnes. Et là, on voit l'excellence brassicole maintenue par ces bières, mais ce modèle est en fait en train d'être complètement concurrencé et développé. Alors, là, le plan modèle, la brasserie modèle proposée par Roy en 1848 dans son traité, et puis voilà les réalités à partir des plans des brasseries, et notamment lorsqu'elles sont contraintes à partir de 1854 et 1891 de se moderniser. Là aussi, on a par exemple la brasserie Vandamme, qui est un brasseur situé dans Lille, et on voit bien les dispositions des fameuses, des différents éléments de la brasserie qui vous rappellent des plans que vous avez vus hier et avant-hier, avec justement, ce qui est intéressant, c'est la proximité malterie, brasserie, qui sont tout le temps mêlées et qui vont le rester. C'est une différence majeure d'évolution par rapport au modèle anglais qui sépare les deux activités. Dans le Nord, ça reste longtemps mêlé et associé. Et puis, on a donc ici la brasserie moderne, celle qui est reconstruite à partir des prescriptions sanitaires imposées par les autorités de l'île, notamment une cheminée d'au moins 30 mètres de haut, alors qu'on avait des cheminées qui faisaient parfois même pas 1 mètre au-dessus des bâtiments à un étage, donc qui répandaient la fumée sur le voisinage. Et ce qui est intéressant dans cette architecture, c'est que c'est aussi un signe d'affirmation, une fierté reposant sur un style régional que l'on va affirmer, mais qui est une architecture parfaitement fonctionnelle. Je pourrais vous faire toute une analyse de la façade et du plan, mais par exemple, les ouvertures que vous avez sur le haut du bâtiment correspondent à des éléments d'aération qui ne sont pas fermés. C'est lié justement à l'idée d'évacuer les éléments liés à la germination, notamment lors des opérations de germination, puis après de maltage, bien sûr. Alors voilà le plan de la brasserie, et on voit bien la disposition qui a été utilisée. On voit aussi les écuries, tout le service de livraison. Je reviendrai dans un instant. Localisation en plein Lille. Ici, la brasserie de Célestin Cordonnier. Ce nom n'est pas anodin, vous le retrouverez tout à l'heure, puisque la brasserie Cordonnier s'est recréée, Célestin, dans les années 2014. C'est un héritier de cette dynastie brassicole avec des sous dans le temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'on a un plan de 1891 qui montre ce qui s'est passé dans la brasserie, c'est-à-dire notamment les prescriptions concernant les lavages et le passage au charbon. Et puis, on voit en fait l'évolution à partir de 1880, les reconstructions et les dispositifs nouveaux, c'est-à-dire le plan à cascade. Là, on voit vraiment, ici, c'est une brasserie qui est construite en 1899, qui est passée à la vapeur, comme les autres d'ailleurs, avec la disposition par gravitaire. On a vraiment tout le système depuis le matin. C'est la brasserie moderne, en fait, qui en fait est une évolution, une transformation à la fois dans les processus et qui va évidemment changer aussi en partie le goût. On est sur une fermentation haute, et tout le débat est est-ce que l'on va conserver cette fermentation haute ou est-ce qu'on passe à la fermentation basse ou des fermentations mixtes? Alors, quels usages de la bière au 19e siècle, quelle qualité? En fait, on a des bières, on a des qualités et des consommations différentes. Ce qui est important de comprendre, c'est que la bière est consommée quelles que soient les catégories sociales. Dans le Nord, la bourgeoisie boit de la bière comme, désolé, mais ne boit pas la même bière. On ne boit pas la même bière en ville et dans les campagnes. Et en fonction des productions, on a des scènes de production, des usages différents.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai montré, et ça fait écho un peu à nos discussions, à vos cadres d'analyse hein, sur la boisson ration, la boisson festive, la boisson médicamenteuse. Il y a effectivement des recettes de bière médicamenteuse au 19e siècle et dont l'élément qui va être développé au 19e siècle, c'est les bières à destination des femmes, notamment pour la notion d'allaitement. Et c'est une pratique de longue durée qui va durer au moins jusqu'à les années 1970. Parce que mon ma famille, je connais des gens à qui on conseillait, au sortir de l'allaitement, de boire de la bière aux femmes, hein, aux mères, pour avoir justement la capacité d'allaiter. Donc, c'est une pratique qui se développe. C'est pas médicamenteux, mais c'est la conception de la bière hygiénique. Et puis, évolution de cette consommation urbaine, développement de brasserie comme lieu de consommation. Et puis, des usages ruraux, notamment la soupe à la bière, hein, c'est-à-dire la bière qui est consommée avec d'autres éléments, notamment avec du pain, un mélange de sucre et de muscade, et puis bon, les crêpes, hein, on va mettre de la bière pour faire lever la pâte. C'est aussi un élément de consommation qui est évidemment le même que celui de la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir des années 1870, enfin 1860-1870? On a une augmentation du nombre de brasseries sur l'île. Il y avait dans l'île même, il y avait à peu près 10-12 brasseries vers 1850. Et puis, on a une augmentation des brasseries. On a la question de est-ce qu'on s'adapte et comment on s'adapte au choc pasteurien, scientifique, on va dire, et est-ce qu'on s'adapte et comment on répond à la concurrence des bières bavaroises, des bières viennoises, Pilsen, hein, 1867 a un choc, enfin, ouais, en tout cas c'est un grand succès de cette bière à l'exposition de Paris 1867. On amène la bière par train et par wagon glaciaire et elle est fraîche, elle est pétillante, elle est fine, elle plaît, elle séduit. Et puis également les précautions dont on a parlé tout à l'heure et qui posent la question de à la fois est-ce qu'on fait, on bascule complètement, on change de modèle, comme le fait la brasserie lyonnaise, comme le font en fait toutes les brasseries qui se créent dans le reste de la France, qui passent à fermentation basse, quasiment, et avec une forte concentration, où est-ce qu'on maintient ce système et comment? Et donc, on a à la fois une réponse du monde brassicole qui va chercher des modèles et qui va soit répondre à cette question en disant c'est le modèle anglais et on va en Angleterre se former. On a des cas de brasserie, je pense à Butry à Douai, je pense à un brasseur à Dunkerque, Ravinet, qui va travailler sur la malterie, qui va créer une malterie sur le modèle en la séparant de la brasserie et qui se forme en Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a diversifié fortement ces approvisionnements. Les oranges ne viennent plus, et les escourgeons ne vont plus venir exclusivement, même quasiment plus, du nord de la France. On est rentré dans une phase de mondialisation extrêmement importante. Ils viennent par Dunkerque et ils vont être importés. Et on a, à partir des années 1860-1870, à la fois l'orge, mais qui va venir d'Afrique, notamment d'Algérie. Nous sommes à l'époque de la colonisation. Il arrive par Dunkerque et il va rentrer dans la brasserie. Les houblons, dont on va diversifier les sources d'approvisionnement, houblon alsacien, houblon allemand, houblon de partout, et qui va entraîner un déclin des houblons du Nord qui seront utilisés uniquement pour les bières ouvrières, on va dire, mais qui ne seront pas utilisés pour les bières fines, par exemple. Et puis, également, le riz, le maïs, les produits dérivés des produits amylacés, et qui, dès les années 1860, entrent dans la composition des bières du Nord et qui vont évidemment changer les choses. Et puis, deuxième réponse, c'est donc la construction de marques, le début des marques. Alors, ça correspond à des usages, marques de fabrique, marques de commerce imposées par le législateur, mais qui vont aussi correspondre à des stratégies d'implantation vers différentes clientèles, exposition universelle, etc., etc. Et puis, participation des expositions, on va mettre en valeur les qualités, mais on dit toujours en avant bière de qualité, orge, houblon, eau. Mais en réalité, on voit hein, dans les différents, vous voyez, est-ce que vous voyez bien les différentes étiquettes qui sont issues en fait des annuaires, j'ai pris les annuaires Raveanceau de Lille. Tous les 10 ans, j'ai regardé un peu comment évoluer les marques pour voir si on faisait référence à cette bière du Nord, ou bière de Lille, ou bière flamande, qu'est-ce qu'on mettait comme référence. On voit que ici, on met bière de Lille, mais pas tant que ça, on met bière bourgeoise. Alors c'est là où on voit les consommations. Bière bourgeoise, c'est-à-dire des bières qui sont de bonne qualité, hein, plus fortes. On voit que, ah oui, ça c'est, donc tout le monde dit qu'il fait des bières pures, bonnes, avec beaucoup de malt, etc. Bon, dans la réalité, on voit que dans les mêmes annuaires, on a des fabricants qui fournissent les articles de brasserie. Qu'est-ce qu'ils proposent? Les fleurs de riz, importation directe. On propose le Salis, un antiseptique le plus apprécié en brasserie.
des aromatiques, du sirop de pure canne, des cols de poisson pour faire la clarification. C'est l'autre élément utilisé beaucoup dans la brasserie pendant très longtemps. Du trisulfite de chaux. Et donc là, pose la question. Et là, c'est le Georges Paolo, là, c'est juste avant 1914. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, qui rentrent dans la bière. Alors, simplement, un élément qui est important de comprendre, et donc à partir de 1880, on va dire jusqu'à 1980, vous voyez, je prends un siècle, la bière du Nord va en fait à la fois tenter de se réaffirmer et puis progressivement s'effacer. Alors là aussi, on a un document extraordinaire qui permet de comprendre une des façons de commercer de la bière qui est essentielle pour comprendre la défense de l'identité des bières du Nord, c'est-à-dire une façon de lier la production et la distribution, c'est-à-dire le contrat qui va lier le brasseur et les débitants, l'obligation de bière. Les brasseurs ont en fait, c'est un héritage des périodes antérieures, mais ils vont le développer. Ils constituent des réseaux dans lesquels ils ont des débitants, ils possèdent des murs où ils sous-louent et ils installent des gens pour débiter la bière. Alors, c'est lié au départ à des questions de conservation de garde en partie, mais ce réseau va se développer à partir des 1890-1914. C'est une forme de préservation du marché de la bière face aux bières venues d'ailleurs et qui permet d'obliger à la consommation. Ces débits de boissons s'implantent dans les zones ouvrières et il y a un quadrillage du territoire pour occuper cet espace. Et on livre dans les fameuses rondelles, qui sont une unité de mesure intéressante parce que les bières sont débitées à la rondelle, aux débitants, et ces rondelles, il y a des contenances évolutives selon les villes. On n'est pas dans le système métrique et des volumes adaptés adoptés par la Révolution française. Et en plus, leur contenu évolue en fonction du temps, parce que quand on raccourcit le tonneau, quand on fait la réfection du tonneau, la contenance diminue, ce qui va provoquer des conflits entre les brasseurs et les débitants. C'est ce que j'avais évoqué en 2019, je ne vais pas revenir dessus. Mais face à ça, il y a une réaction d'organisation syndicale. Les brasseurs du Nord constituent un syndicat des brasseurs du Nord dès 1871, qu'ils vont légaliser en 1884. Donc, c'est un des premiers syndicats patronaux créés en France, en réalité. Et ce qui est intéressant, ce sont les limites de ce syndicat Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, qui correspond en fait aux zones de fabrication de la bière, fermentation haute. Et donc, on a une organisation qui est intéressante parce que la région des Hauts-de-France qui s'est créée, la grande région qui s'est créée récemment, reprend quasiment cette organisation, à part l'Ardenne qui finalement a basculé Champagne dans la région, la grande Champagne. Mais sinon, on a quasiment cette même organisation, et ça c'est intéressant en termes de la résilience par rapport à l'organisation. Bref, vous avez ici une cour, la cour de la brasserie Formant-Vandamme, et on voit ces charrois de bière, ce camionnage, et avec des tonneaux extrêmement lourds, on a aussi des demi-rondelles, des tiers de rondelles, et c'est quelque chose d'identification. Alors, vous voyez qu'on propose des bières bourgeoises, des bières au débit. Alors, l'usage de la marque de Lille, elle apparaît dans certains brasseurs. On voit aussi qu'on va passer à la bière à la bouteille, des formes de division de la bière, notamment pour l'usage bourgeois. Et ce qui est intéressant ici, là, c'est celle de droite, vous voyez que certains brasseurs disent on va même faire des bières pour les fonctionnaires, officiers, employés, on va proposer des livraisons par petite quantité. C'est intéressant de voir ce souci de distinction des usages de la bière par rapport justement à d'autres brasseries qui disent bon voilà, nous on travaille pour des bières supérieures pour table et pour des bis, c'est-à-dire pour le café, pour les familles, c'est pas la même qualité de bière. Et puis on a la brasserie des Villas qui est à Lambersart, qui là s'adresse à des bières bourgeoises extra soignées. Brasserie des Villas, parce que Lambersart, c'est la ville où se construisent des villas d'industriels chics. Et donc, on va proposer des bières vraiment haut de gamme, on va dire ça comme ça. Alors, les usages de la bière, c'est finalement aussi la bière que l'on boit, c'est la façon, quel goût a-t-elle? On a dit la production, on a dit la commercialisation, le transport, qui parfois gâte les bières. Le transport des rondelles sur les pavés, etc., provoque parfois une bière qui ne fonctionne pas bien. Mais quand on voit ici cette scène peinte par Rémi Cog, le R a été passé, voici une consommation masculine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la bière dans des grandes shops. C'est la bière festive du dimanche, du repos, le repos du dimanche, et associée à la consommation de tabac. Et associée à la consommation de
C'est intéressant de voir que vous avez une étiquette ici, juste là. Hein, on peut lire Christen, qui s'est créée au 19e siècle, grande famille venue de Belgique et qui va se poursuivre. Et donc, on voit que la bière, elle a un goût qui est bien sûr vineux, mais qui est aussi associé à l'alcool et au tabac. Donc, elle a un goût plus fumé en bouche que on pourrait attendre. Alors, ce syndicat se crée, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur l'organisation patronale, 1971, et il va conserver son autonomie et surtout, il va tenter de réformer le régime fiscal de l'île française. C'est un grand combat qu'il mène à partir des années 1880. Et dans ce combat, il cherche à défendre son autonomie par rapport au syndicat de Paris et par rapport au syndicat du centre et du Midi et évidemment de l'Est, et dans lequel il va défendre une évolution, notamment s'inspirant du régime fiscal belge, adopté en 1885 pour mettre en place, en 1899, la loi dite à la densité. On va taxer en fonction de la densité de degrés d'alcool. Ce qui est intéressant aussi, c'est une bataille sur la question de la qualité. Conception, au sein du Nord, un débat. Est-ce que finalement, on n'imposerait pas quand même, contre la falsification, l'obligation d'utiliser du malt de houblon, du malt, pardon, et du houblon, de l'eau exclusivement, et pas le risque, et notamment les fameux produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat au sein du Nord, et notamment autour du dit il faut qu'on ait une pureté, finalement, un peu sur le modèle bavarois, et d'autres disent non, c'est bien le riz, le maïs, il faut laisser la liberté. C'est trompé. Décret de 1908, et on voit que le décret de 1908, ben, on autorise en fait la prime à beaucoup de choses dans la bière. C'est une forme de décret de synthèse, on autorise la pasteurisation, bien sûr, c'est pas une falsification, mais on voit qu'on peut mettre toutes sortes de choses, jusqu'à 50% au-delà du malt, c'est-à-dire produits amylacés, sucre, invertis, glucose. Vous avez compris qu'à partir de là, l'identité des bières du Nord, notamment d'un point de vue goût, le combat va aller vers la fin. L'évolution va vers un affadissement et vers en fait une brasserie qui est devenue industrielle, notamment en ville, avec des formes de brasserie rurales moins avancées, mais tout de même qui basculent en partie vers la fermentation basse pour certaines actions et fermentation haute. Première Guerre mondiale, conséquence de choc. C'est que pour la région, on a en fait une évolution différente. Le Nord connaît une occupation très sévère, très dure. Il faut le rappeler parce qu'elle n'est pas souvent connue du reste de la France. Enfin, il y a des travaux historiens qui ont beaucoup travaillé depuis au moins 30 ans là-dessus, mais les conséquences sont différentielles sur le territoire. À l'ouest, vous voyez de la zone qui monte la ligne de front, les brasseries sont pas détruites. Et elles produisent pour les Anglais, pour les armées qui viennent se battre sur la Somme, et notamment à Boulogne, on fait des porteurs, on fait des ailes. La brasserie de Saint-Omer reste en vie. En revanche, toutes les brasseries qui sont sur la zone rouge, là, eux, sont détruites par les bombardements. Lens est rasé, il reste quasiment rien des villes de Lens, du Béthunois, etc. Et à l'est, on a en fait à la fois des prélèvements, des interdictions de brasser et puis des destructions de brasseries, notamment par 1915-1916, les Allemands vont enlever les cuivres de toutes les chaudières pour les besoins de la guerre. C'est une étape fondamentale parce qu'après la guerre, un certain nombre de brasseries ne rouvriront pas et sont fermées. Ce qui est intéressant, c'est les ersatz. Les brasseurs cherchent à quand même faire de la bière, en tout cas dans un premier temps, et c'est là où on voit les pratiques anciennes qui ressurgissent. Certains font des petites bières, on met un peu plus de sucre. Bon, ça, c'est la prolongation de ce qui se passait juste avant-guerre. Mais on voit aussi, par exemple, on fait des bières ou des bières fantaisie à partir d'extraits de tilleul. On fait des brasseries de cidre. On parlait tout à l'heure d'hier du cidre avec des ailes utilisées, de la freinette, des extraits de frêne et qui correspondent à des formes anciennes, paysannes, et qui étaient maintenues et dont la mémoire était restée, qui sont réutilisées, mobilisées à ce moment-là. Reconstruction 1919-1920. Et on a en fait à la fois des brasseries qui vont se reconstruire, mais on a un mouvement de concentration qui s'accélère et dans lequel on a une bascule vers le processus de fermentation basse, vers les grandes usines, notamment la brasserie Mode Cordonnier qui est ici construite à partir de 1920, 1923, 22, et qui on voit le système d'affirmation et en même temps de bascule vers un modèle. Donc, d'ailleurs, on voit que les constructeurs sont partis de l'Est, notamment pour les cuves. Et on a le même système qu'on a vu hier à la brasserie Météor, c'est-à-dire on met en scène les cuves de brassage, on met en scène les process. Affirmation des marques.
Et puis, également, on voit l'apparition des vers, et là, ça correspond, enfin, vers, et avec notamment une limite sur le trait qui va apparaître, qui est une obligation. Il y a un conflit entre les brasseurs du Nord et la préfecture pour justement éviter les falsifications sur la quantité de bière dans la servie. Et évidemment, c'est une prime à la limpidité. Et quand on avait une bière dans une shop, bon, ça pouvait être plus ou moins trop, plus ou moins, c'était pas grave. Là, dans le verre, il faut une bière limpide qui apparaît. Alors, ce tableau de Marcel Gromet est remarquable parce qu'il correspond finalement à l'usage ancien. Et il y a d'autres usages qui apparaissent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la communication publicité où on voit que la référence à la bière de Lille, la bière de Flandre, disparaît. Les publicités de 1935, Botte Cordier, moderne, hein, c'est la bière plaisir consommé de façon urbaine. La bière qui est liée aussi au sport, consommation liée à la pratique sportive. Henri Joris, qui est à la fois un des patrons de la grande brasserie lilloise qui se crée à partir de 1920, est aussi vice-président de la Ligue de football français de football et joue un rôle actif en sport, et ce qui explique que Lille devienne le premier club champion de France lorsque le football bascule dans le monde professionnel. Et c'est aussi intéressant de voir l'évolution des pratiques de consommation. Alors, des marques, j'avance un petit peu. Ce qui est important de voir, c'est qu'on voit que les brasseries situées dans le bassin minier n'ont pratiquement pas, une partie n'ont pas été reconstruites. Et donc, on voit des bières du Nord qui vont être livrées dans le Pas-de-Calais, notamment dans les brasseries. Ici, on a l'exemple, hein, la brasserie Freiteur, qui a un dépôt à Mazingarbe, et alors qu'elle livre à partir de là. Et on voit le vieux combat hein, une voie de la bière au fondron, la pratique d'autoconsommation, d'autoproduction perdure, et la défense de la bière consommée produite dans les brasseries officielles. On voit aussi que des brasseurs cessent leur production, deviennent entrepositaires, ils deviennent simplement dépositaires de bières qu'ils vont débiter. C'est intéressant parce que ça a un effet. Un grand nombre de brasseries, de ce fait, dans les villages ou dans les petites villes, vont rester. Les bâtiments vont rester, et ce qui va permettre leur patrimonialisation à partir des années 1980, quand il va y avoir justement un réveil et une prise de conscience dans les coûts des sentiments. Alors, j'avance. Seconde Guerre mondiale, ce qui se passe, les effets sont plus limités que la Seconde Guerre mondiale en termes de Première Guerre mondiale en termes de destruction. Bon, en dehors de Dunkerque notamment, qui là, toutes les brasseries sont quasiment détruites par les combats de la poche de Dunkerque, enfin, mai-juin 40 puis 45. Des pratiques de production de bière à partir de différents ersatz. On fait de la bière avec tout et rien pour maintenir quand même une consommation de bière. Et finalement, on a des bières très mauvaise qualité au sortir de la guerre. Reconstruction, redémarrage. Et en fait, ici, on a la publicité de 1968. Vous voyez, la référence à la bière du Nord a disparu quasiment. Et on voit que le modèle, c'est le modèle alsacien, allemand. Les bières alsaciennes déferlent sur le Nord. Et vous voyez, c'est intéressant de voir. Et Excelsior, qui est la marque créée par Joris, en Super Königsbier. On ne voit pas où est le Nord là-dedans. Hein, et vous voyez à droite Stella Artois qui reprend Mode Cordonnier en 1970, qui va créer le traumatisme, et on voit la Grande Belge, la bière du Nord a disparu. Et là, on a toutes les autres pubs, on va retrouver la même chose. Et c'est là où il y a en fait se pose la question du redémarrage et les conditions du redémarrage. Il reste 10 minutes. Ouais. Alors, vous voyez, j'étais trop long sur le 19e et le 20e. Ça va permettre d'ouvrir la discussion, peut-être on va prolonger ensuite. Quelques éléments pour expliquer la résilience du territoire brassicole, la réinvention des bières du Nord. On comprend qu'elles avaient disparu d'une certaine façon. Sauf, alors, ce qui entraîne un premier mouvement, c'est celui de préservation ou destruction des traces de ce passé brassicole. Et là, on a toute la politique et la prise de conscience véhiculée et qui accompagne d'autres industries minières, textiles, qu'on trouve dans le Nord, mais pas seulement, sidérurgiques, et tout le mouvement de patrimonialisation industrielle. Je ne vais pas le développer ici, mais c'est contemporain. Et donc, on a les premiers actes de classement, on a un inventaire qui est fait et qui va permettre justement de faire le lien, et avec, animé par à la fois le ministère de la Culture, mais aussi des porteurs de mémoire divers qui vont participer à cette prise de conscience. Et donc, on photographie, hein, notamment ici la brasserie Cormand-Vendôme. On réhabilite. Ici, elle est transformée en centre culturel lors de l'édition de l'île capitale culturelle de la culture Maison Folie 2004. Et puis, il y a un réveil. Et voilà 2014, ce qui se passe.
Et c'est intéressant de voir cette carte parce qu'on voit que le Nord n'a jamais cessé de produire de la bière. On trouve les acteurs historiques, Heineken qui a repris Pélican, Belfort en 86, la brasserie de Saint-Omer qui a toujours continué de produire, qui faisait une bière de qualité, bière de table, on va dire, et puis des petites brasseries qui ont survécu et qui sont en fait en partie à l'origine du renouveau. Et voilà, en 2018, à partir de la Voie du Nord, à Orphérie, voilà la carte, et puis 2020-21, et on voit dans ces cartes des choses intéressantes. C'est qu'en fait, il n'y a pas de répartition égale des nouveaux brasseurs, qu'ils soient issus des brasseries qui ont survécu ou de craft beer, des bières artisanales, microbrasseries, peu importe comment on l'appelle, on voit qu'il y a une distribution différente sur le territoire. On a à la fois, et la distribution n'est pas anodine, elle correspond en fait aux anciennes zones de force de production brassicole, notamment dans l'Aveyron, notamment dans le Douaisis, dans le Cambrésis, autour de bassin minier et puis autour des monts des Flandres, qui correspondent aux zones de production houblonnière, qui correspondent à des zones de consommation, de production ancienne, et avec quelque chose qui s'appuie partiellement sur l'histoire ou sur le patrimoine. Et puis, brasserie métropolitaine, et là qui correspond au mouvement mondial, on va dire, des brasseries qui se créent dans toutes les villes, les grandes villes, les brasseries dites urbaines, et on a cette répartition-là. Alors, parmi ceux qui ont contribué au réveil, il y a les consommateurs, il y a les amateurs de bonne bière. Et dans les années 86, par exemple, on a la création de la Guide des Esvarçaroisiers, dont on a parlé hier, mais pour le Moyen-Âge, mais qui recrée finalement cette idée, on est amateur de bonne bière, on est issu des bières industrielles, on veut de la bonne bière, on va méditer pour un travail aussi d'histoire, de collection, de rassemblement des collections de matériel, et puis les brasseurs. Et on a goûté hier la bière des Jonquilles. Et là, on voit qu'on a la proximité de la Belgique qui joue fortement sur les trajectoires transfrontalières, hein, la recréation d'une brasserie à partir de différents éléments, la Soulette. Voilà les bières qui réapparaissent, ces brasseries qui sont issues de l'ancien monde, on va dire, et qui ont survécu, qui viennent de cet ensemble. Et puis, Livon, Thirier, dont on a parlé hier, dont on a vu les choses, 96. Thirier, c'est intéressant d'aller Thirier parce que c'est à la fois le fameux ouverture américaine, notamment Craft Beer, mais notamment des liens familiaux, hein, notamment sa femme qui est d'origine québécoise, quelqu'un qui a fait Sciences Po Paris, qui n'est pas du tout un brasseur, et qui est issu en fait des dynasties industrielles textiles hein, de ce monde-là, qui crée une bière à Esquelbec, une brasserie, à partir d'une ferme brasserie qui va restaurer. Et puis ici, Tandem, rien à voir, des petits jeunes hein, qui se lancent. Là, on est beaucoup plus proche de nous. Et puis, la brasserie des Monts des Flandres. Bon, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit aujourd'hui, vous allez à l'Équin, vous avez, voilà le présentoir de l'Équin. Vous voyez, il reste Cronenbourg, c'est la seule survivance de cette domination alsacienne sur le marché du Nord. Et puis, on a en fait Birchti, on a page 24, Anostété, Moulin d'Ascq, voilà la répartition du linéaire. La Voie du Nord joue un rôle clé, le quotidien régional, en mettant en valeur cet effort brassicole, la bière toute une histoire, et puis on va starifier, on va mettre en valeur tous ces éléments. Et là, vous avez finalement un bon aperçu des différentes variétés entre la Saint-Loupoise, Terre et Tradition, les fermes issues des productions paysannes. Hein. On va faire un débouché à la production qui n'est pas seulement lié à la bière, hein, c'est aussi la production de fromage. C'est l'idée de valoriser les produits pour avoir un meilleur salaire, un meilleur revenu. Et puis, Brassis, page 24, hein, Saint-Germain, en 2003, donc qui a fêté ses 20 ans, là. Et puis, le Saint-Savant, là, c'est à Oisem. Et donc, issu justement de cette contre-culture, de cette qui est propre à Oisem, hein, et qui est donc issu. Et Oisem, c'est là où vous avez cette fameuse brasserie Cormand, la Maison de la Culture, 2004. Donc, c'est pas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas anodin. On a en fait plusieurs types de choses. Finalement, on participe à une réinvention du modèle brassicole et où chacun s'empare de l'image bière du Nord et il met ce qu'il veut. Il y a une forme de plasticité en fait, d'usage de cette histoire et du patrimoine. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le retour d'anciennes dynasties brassicoles. Célestin Cordonnier, ou plutôt Amaury d'Herbigny, qui est en fait un héritier de cette brasserie qu'on a vu tout à l'heure, dont on a vu tout à l'heure les plans.
situé sur une conception plutôt expérimentale de la bière, autour des accords des épices. Vous avez goûté hier la yuzu, vous avez vu hein, cette notion d'épices. Bon, Goudal, j'en parle pour mémoire, la brasserie de Saint-Omer qui a racheté la brasserie Goudal. Et puis, retour mode Cournier. Alors, on l'a mis, voilà. Les descendants de Bertrand Motte, qui avait été finalement un de ceux qui avaient participé à la cessation d'activité brassicole dans l'usine historique, et qui relance une production avec un des héritiers qui finalement, un des petits-fils, qui va finalement se lancer dans la brasserie. Et on a là quelque chose qui est intéressant. Alors, en guise de conclusion, parce que qui ne sera pas une conclusion, mais vous comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, les bières du Nord, il est difficile de les définir clairement. Roy disait, il y a toutes sortes de variétés de bières, difficile de les définir. Et finalement, ce constat de 2021 peut s'appliquer. Il n'empêche que chacun, en fait, il y a quand même bien un territoire brassicole. Il y a bien un territoire avec une affirmation. Et ce qui me semble caractériser le mieux ce territoire, mais ce n'est pas propre à ce territoire, c'est une forme d'hybridation et qui est intéressante. Alors, vous avez ici, vous demandez ce que c'est. Est-ce que vous avez reconnu? Non? Oui, c'est le stade. C'est en fait, j'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, et il faisait un temps magnifique. J'avais le nez collé au hublot, et là, on survole juste le stade de Lens, Bollaert, et puis le musée du Louvre-Lens. Et puis, sans le savoir, vous avez aussi une brasserie Saint-Théodore qui est implantée juste là. Et c'est intéressant parce que c'est finalement, ça dit bien cet rapport à la bière ici à Lens, avec à la fois la Galerie du Temps dans lequel les conservateurs ont acheté en 2006 cette pièce issue d'une chapelle funéraire qui fait le lien avec tout ce que vous avez présenté ces derniers jours, une façon de brasser. Et puis la Lensoise, qui est la bière produite à côté, et dans lequel on va mobiliser la lampe de mineur et on va mobiliser tout un imaginaire face aux terris qui ont été aussi monumentalisés et qui sont devenus patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, l'ensemble du territoire. Et voilà la Lensoise, hein, cette fameuse bière, où l'histoire de Rubens et de Justine, il est d'origine brésilienne, elle est lensoise, ils se sont rencontrés, ils ont créé leur bière, et avec justement, appelé par le chant de la mine, le cœur des supporters lensois. Donc il y a une fusion de l'héritage industriel et des pratiques sportives, avec justement aussi cette affirmation des fiertés locales qui me semble essentielle pour comprendre tout ce rapport à l'histoire et à la mémoire, qui invite donc à faire, je réponds à Christian Berger, une histoire mondiale de la guerre, ça passe par ce jeu d'échelle, en fait. C'est-à-dire cette articulation entre des micro-échelles, des micro-storia, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis des échelles moyennes et des échelles globales. Et en fait, elles sont liées et nouées. Voilà, je vous remercie. Ça, c'était pour le clin d'œil de nos amis belges qui ont le sens de la dérision, hein, et qui sont capables de produire une bière Waterloo, autre usage de l'histoire intéressant. Évidemment, clin d'œil aussi à nos bières et à notre histoire. Merci. Merci Jean-François. On a à nouveau une communication qui est très très riche. Euh, alors, je vais pas prendre beaucoup de temps, mais si vous voulez visiter l'unité de brasserie par gravité, elle n'est plus en fonctionnement, mais c'est le musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port. Donc, on part des grains qui sont tout en haut et puis on fait la bière, on élabore la bière étage par étage. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais... oui, tu m'aurais demandé avant ta communication à qui attribues-tu le mot résilience? J'aurais dit Boris Cyrulnik. Oui, c'est vrai. Ah non, tu as redonné l'exact. Et si vous voulez goûter une des bières dont tu as parlé, vineuse et qui vieillit longtemps en tonneau de chêne, c'est la Rouge de Flandre. Hein, donc c'est une bière qui a risqué d'être arrêtée. Hein. Elle a eu une période très difficile, mais elle retrouve effectivement des amateurs, des consommateurs, et on retrouve exactement ce que tu as décrit, hein, la Rouge de Flandre. On, on ouvre les questions. Allez, tu reviens ici, je te donne ma
je te donne ma place, viens. C'est juste que je montrer justement, dans le thème de la résilience, qui est en fait le thème de toute la communication, je voulais savoir si le système des bières fermières, ou plutôt des fermes brasseries, ce serait plutôt plus exact, a perduré au-delà de la Première Guerre mondiale, sachant que eux n'ont pas subi forcément tous les dégâts et les désastres, et puis aussi les accaparements comme tu l'as dit, de cuivre, de cuivre, etc., pour faire des munitions. Donc ils étaient moins exposés puisque c'était une échelle petite. Et est-ce que ça a survécu? Alors là, quelles que soient les brasseries en 14 qui sont en zone occupée, elles perdent toutes leur cuivre. Non, c'est certain. Mais et derrière, le fermier brasseur, lui, était pas forcément, il n'avait pas un matériel. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on pouvait le cacher Alors, d'ailleurs. Et est-ce que eux ont pu passer ce cap? Alors, il y a la question des formes d'autoproduction qui, je pense, perdurent. Alors, on manque d'éléments, honnêtement, là, je vais avouer mon ignorance. Mais ce qui est certain, il faut interroger la catégorie ferme brassicole. Parce qu'en fait, derrière le terme fermier, on a des échelles. C'est-à-dire qu'en général, il faut quand même un capital. Et on voit des fermiers qui sont... Parce que l'agriculture du Nord, c'est une agriculture de grande exploitation, de petite exploitation. Donc, on a des fermiers qui sont en fait d'authentiques capitalistes. Et on voit bien, par les rapports de la Banque de France, leur fortune. Hein. Alors, moi, je vais répondre un peu, et ça va compléter, s'il y a des formes d'autres production. Alors, si on revient sur la carte, c'est que pourquoi donc pas le. Je vais peut-être préciser ce que j'appelle ferme brasserie. C'est effectivement on va dire un agriculteur qui il peut disposer de son orge, par exemple, qui peut la mater, qui a un petit jardin où il fait pousser son houblon. Donc, en gros, il peut produire. Et comment il vend? Il va vendre ses voisins, quoi. Enfin, c'est une production à la fois presque domestique et puis qui est un peu ouverte sur l'extérieur. Il est complètement autonome. Et c'est vraiment du brassage à toute petite échelle, mais je crois que ça a été très caractéristique, au moins au 19e, du mode de brassage. C'est dans le Nord que ça a survécu le plus longtemps, parce qu'avant, ça Je pense, alors c'est une hypothèse, hein, mais je pense par exemple que dans l'Avesnois, peut-être dans les Monts des Flandres, mais là c'est l'enquête qui devrait le déterminer, je pense à Bastien qui travaille là-dessus, ça a pu se maintenir. En revanche, ce qui est certain, c'est que si on prend l'ouest du département du Pas-de-Calais, là on est sur une zone intéressante de confrontation culturelle autour des boissons fermentées. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'usage et la production de bière, mais aussi le cidre, et notamment là on a des productions fermières. Je sais que dans ma famille, du cidre, et continue à produire son cidre depuis, ça fait au moins trois générations qui font leur cidre, et ils continuent un cidre brut. Et la frénette, c'est-à-dire, c'est une boisson à partir d'extrait de frêne, donc une boisson fermentée, enfin très peu fermentée, très peu alcoolisée. Quand j'étais gamin, mes parents faisaient encore de la frénette chez nous. Parce qu'on vient de cette partie de l'ouest du département. Donc, c'est une pratique familiale qui a été relancée de façon artisanale par de l'Aubel à Loison-sur-Crécoise, qui fait aussi du perlé de groseille. Et donc, il y a cette histoire-là, elle s'est poursuivie quand même. Et donc là, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas développé, c'est la mémoire du goût. C'est que les gens avaient gardé une mémoire du goût. Et ça, c'est fondamental. Ils ont cherché soit à recréer le goût de leur enfance. La brasserie au Baron, c'est typique de ça. Et moi, je sais que quand j'ai vu la frénette, je vais le dire, de Loison-sur-Crécoise actuelle, j'ai trouvé trop sucrée à mon goût. Et c'est normal, parce qu'elle correspond à un goût actuel qui séduit, mais je la trouve trop sucrée. Et je pense que c'est intéressant de ça. D'ailleurs, tu nous as fait goûter hier la brassée des Montilles. On a vraiment là cette bière, on va dire, de terroir de famille. Hein. Oui, tout à fait. D'autres questions? Non. Puisque tu dis ça, justement, l'exploration sociologique de ta présentation est absolument magnifique et beaucoup appréciée. Et je voulais savoir,
ce type de formation conditionnée, si tu avais vu peut-être des mariages entre des brasseurs, des familles de brasseurs et des familles de minotiers. Alors, ça, j'ai pas abordé volontairement cet aspect-là, qui est un aspect central de mes recherches actuelles. C'est-à-dire de reconstituer, en fait, pour le 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, tous les systèmes de réseaux d'alliances matrimoniaux qui permettent, en fait, la constitution d'un capital et surtout la modernisation, le financement de la fameuse modernisation des années 1860-1880, qui coûte extrêmement cher. Et en fait, les brasseurs ne sont pas seulement brasseurs. L'exemple Motte Cordonnier, il est emblématique, puisque en fait, on a une brasserie, une dynastie de la brasserie Cordonnier et une alliance avec une autre dynastie textile, les Mottes, qui sont extrêmement puissants à Roubaix, c'est le grand patronat roubaisien, et donc on a dans ces familles très nombreuses catholiques, on a une alliance entre ces deux familles. Et ce n'est pas les seuls. Alors effectivement, les minotiers, il y a cette intégration finalement, le débouché naturel, on fait du grain et on a les capitaux, les marchands de grains sont très prospères, et notamment là, avec la mondialisation des échanges, tout le jeu des spéculations, là, il y a des variations. Alors, ils jouent gros, ils peuvent perdre gros. Il y a aussi des faillites spectaculaires, mais il y a ces éléments-là. Il y a les compagnies minières qui aussi jouent. J'ai vu qu'il y avait des ingénieurs des mines qui s'associent pour monter des brasseries, etc. Et dans le contexte de lutte contre les syndicats type CGT ou le Parti ouvrier français, le parti de Jules Guesde, qui est l'ancêtre de la France insoumise, d'une certaine façon idéologique et dans les modes d'action, on a cette idée aussi de contrôler les débits de boissons et donc d'acquérir ses propres débits pour justement éviter la constitution de débits avec des idées politiques mauvaises. Donc ça fait partie aussi d'un des éléments qu'il faut travailler sur cette reconstitution des débits de boissons, leur appartenance et qui les possède. Ah oui, c'est de l'emprise. Hein. Oui, il y a une emprise territoriale des deux côtés. Hein. Les deux côtés, il y a cette idée de contrôler la consommation de la bière et qui sert aussi d'autres éléments. Tout à fait. Oui, donc il y a bien Bon, et, par exemple, si on prend Ravinet à Dunkerque, il est à la fois brasseur et filateur. Donc il est sur les deux éléments. Ouais,